to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Une émission assez particulière aujourd'hui, parce que à côté de moi, Séverine Danflous, qui a accepté donc de venir pour discuter un peu de cinéma, mais aussi et surtout de littérature. Il faut savoir que mon invité a écrit pas mal de livres. Il y en a 3, en l'occurrence, enfin, entre autres 3. Brune Platine, qui a été édité en 2017. Tennessee Williams, L'écran sauvage, en 2020, si je me trompe pas. N'hésite pas à me contredire si je me trompe pas. et puis S'abandonner, qui est le petit dernier, si je me trompe pas, en 2022. Et 2021. 2021, voilà. Oui, 2021. Bonjour Samir. L'éditeur va me taper dessus. D'ailleurs, je remercie l'éditeur Pierre-Julien Marest pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et j'avais très envie de discuter avec toi parce que le rapport entre la littérature et le cinéma, pourquoi utiliser la littérature pour parler de cinéma, comment vivre aussi avec des images qui nous ont complètement regardés, comment faire aussi pour mettre de l'émotion de côté, enfin, pas mal de questions que je voulais te poser sur tout ça, et je suis très content que tu viennes et qu'on parle de tout ça. Première question que je pose, je pense que tu dois savoir, une question que je pose à mes invités, là pour le coup elle va être super importante parce que ça va me permettre un petit peu de te situer, c'est l'image marquante. Est-ce qu'il y a une image comme ça marquante qui serait liée à ton enfance et qui aurait un rapport avec ce que tu es devenu aujourd'hui? En fait, je peux presque en citer 2. Enfin, j'en ai une un peu traumatique, je pourrais dire, qui est la couleur rouge dans Marnie d'Alfred Hitchcock. Les flashs rouges que Marnie reçoit dans le film d'Hitchcock. Ça, c'est un film que j'ai vu, j'avais à peu près 5 ans. Et après, cette peur de la couleur rouge, c'est quelque chose qui m'a obsédée. Enfin, ça a été... non pas que moi j'ai peur de la couleur rouge, mais cette vision de Marnie qui a peur de l'orage, de la couleur rouge, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment qui a été important dans ma vie, enfin, qui a été une image marquante et une image un peu obsédante et traumatisante. Et ensuite, l'autre image que je citerai, c'est Nathalie Wood courant sous la pluie dans Propriété interdite de Sydney Pollack, que j'ai vu à peu près à la même période aussi. Enfin, c'est sûr, même à la même période, puisque à l'époque, mes parents vivaient près de Poitiers. Et je me souviens très, très bien de ces films qu'on regardait le soir. Et cette image de Nathalie Wood courant sous la pluie, puis qui attrape, qui tombe malade, et qui attrape une pneumonie, voilà, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. En fait, elle court sous la pluie à cause de sa mère. La mère est sans doute importante aussi dans Marnie. Voilà, si je veux faire mon autopsychanalyse, je me doute qu'il y a des choses liées à ma propre mère. Et donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont marqué. Et comme c'est une adaptation de Tennessee Williams, là, pour le coup, voilà aussi pourquoi je me suis tant intéressée à Tennessee Williams au cinéma. Voilà. D'ailleurs, tu en parles dans le livre sur Tennessee Williams. Une question que je n'avais pas du tout prévue, mais qui est toujours. Enfin, comment ça se fait qu'à 5 ans, on puisse voir ces films-là? Alors pour le coup, moi j'avais pas une mère forcément cinéphile, mais une mère qui allait beaucoup au cinéma quand elle était jeune et qui avait vraiment des films fétiches qu'elle nous passait et repassait. Notamment Autant importe le vent. Enfin, j'ai été un peu traumatisée aussi par Autant importe le vent parce que je crois que l'avoir vu, j'imagine pas le nombre de fois où j'ai vu Autant importe le vent petite. Je n'ai plus besoin de le voir, je le connais à peu près par cœur. Et en fait, oui, elle était vraiment fascinée par Autant importe le vent. Et du coup, moi, je me suis aussi intéressée à Viviane Leigh
dans la version de la Belle du Sud déchue, alcoolique, prostituée qu'elle peut être chez Tennessee Williams, qui m'intéressait sans doute beaucoup plus que Scarlett. Mais voilà, et elle aimait en fait tout ce qui tournait autour de ce cinéma hollywoodien, et du coup elle nous montrait voilà quelques films, souvent un peu par hasard. Enfin, Marnie, elle, c'est loin d'être un de ses films de chevet. Hein. Enfin, c'est vraiment en temps n'importe vent. Mais voilà, elle était assez fascinée par les acteurs hollywoodiens de cette période. Ouais, années 40, 50. C'était ça qui la fascinait. Et du coup, voilà, on a beaucoup vu. On a beaucoup vu de films avec elle. C'était les films qu'elle nous proposait. Voilà. Donc toi, tu es plutôt tu es une enfant du salon. Tu n'es peut-être pas forcément une enfant de la salle de cinéma. Et non, elle nous amenait, alors elle, mes parents, mais c'était surtout elle, parce que mon père n'était pas du tout intéressé. Enfin, le cinéma, c'était pas du tout son truc. Donc oui, elle nous amenait au cinéma, mais vraiment pour voir les Disney, enfin les Disney qui sortaient. Sinon, non. Ouais, le cinéma, dans la salle de cinéma, c'est venu bien plus tard. C'est venu, alors moi j'ai vécu en province en plus, donc je critique pas la province, mais c'était difficile l'accès aux salles art et essai. Ça l'est encore. Ça l'est encore. Ça l'est encore, mais après j'ai travaillé aussi en province, donc je sais qu'il y a quand même des villes dans lesquelles la salle d'art et essai est quand même vraiment très très présente et importante. Mais alors vraiment, quand j'étais adolescente, c'était très difficile. Il fallait faire des kilomètres pour aller à un village qui avait une salle d'art et essai, mais ça voulait dire, moi je conduisais pas, donc ça voulait dire réquisitionner encore une fois ma mère pour qu'elle me dépose, revienne me chercher voilà, quelques heures plus tard. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais je lui faisais faire. Et puis après, ma sœur faisait des études de théâtre à Paris, donc j'allais j'allais à l'autre bout de Paris. Je prenais le métro pour voir les Sœurs Brontë. Je me souviens, dans une salle vraiment, pour le coup, un peu obscure dans tous les sens du terme. Et enfin voilà, j'ai le genre de fréquentation de salle que j'ai pu avoir. Et puis bon, aujourd'hui, évidemment, forcément, je fréquente beaucoup la salle de cinéma. Mais oui, c'était plutôt une enfant VHS, ouais. Ouais, bah je vois très très bien. Juste aussi une autre question qui n'était pas prévue, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal des questions qui ne sont pas prévues, parce que c'est toi en fait qui dirige l'entretien. Mais ça, tu dois le savoir. Tu es journaliste et critique de cinéma, tu sais aussi ce que c'est. Mais il y a comme ça pas mal de personnes, surtout, enfin, je veux dire, qui ont été enfants dans les années 80 comme ça, et très souvent, quand je leur demande leur image marquante, très très souvent, ils me parlent d'Hitchcock. Et alors je sais pas si c'est un concours de circonstances ou quoi que ce soit, mais par exemple, moi, me concernant, mon image marquante, c'est Hitchcock, c'est Psychose. Mais même Marnie, je comprends très bien, parce que c'est vraiment un film qui est assez à part, mais qui est qui est assez impressionnant. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, ce rapport comme ça à Hitchcock, comment Hitchcock a pu nous malmener, nous enfants, et pourquoi. Enfin, c'est vraiment comme ça. Là, je n'avais pas du tout prévu. Est-ce que tu y as déjà pensé à ça, le rapport qu'Hitchcock peut avoir, les répercussions des films d'Hitchcock sur les enfants? Et pourquoi on les voit? Et pourquoi on nous laisse les voir surtout? C'est ça qui peut être assez intéressant. Ah ben, moi, je crois beaucoup à la scène un peu traumatique. Je pense qu'elle est importante parce qu'elle c'est un peu, en psychanalyse, c'est peut-être un peu lié à ce qu'on appelle la scène primitive. Enfin, voilà, même si c'est pas le traumatisme de voir ses parents faire l'amour, mais c'est quelque chose qui nous structure aussi et qui finit par nous obséder. Donc
donc nous faire réagir ou créer autour. Enfin, je pense que c'est important d'avoir une image comme ça qui, ouais, toi tu dis marquante, mais aussi presque terrifiante parce que cette terreur, elle nous apprend beaucoup de nous aussi. Je pense que c'est important. Après, il ne s'agit pas de montrer des films absolument terrifiants aux enfants, mais justement, ils vont chercher la peur là où nous, on ne l'attend pas. Enfin, a priori, voilà, pour ma mère, Marnie ne pouvait pas poser problème. Enfin, encore que. mais, mais parce qu'elle n'a pas cherché les tenants et aboutissants du film en détail. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, ça lui semblait être un film possible à regarder. Je me souviens de gens qui avaient été traumatisés par le plus grand chapiteau du monde, je crois. Ah oui? Ah Il y a bon? une scène de chute, je crois, et du coup, c'était la peur du cirque et des chutes. Enfin, voilà, il y a des choses qui terrifient les enfants là où on les attend pas. Et puis, les films que j'ai montrés à mes enfants grands, c'était des Hitchcock aussi, hein, très jeune. Le film préféré de mon grand, ça a été longtemps Fenêtre sur cour, et le cadet, c'était La mort aux trousses. Bon, là, aujourd'hui, ça n'en souvient pas trop, mais pas de La mort aux trousses. L'autre Fenêtre sur cour, ça l'a vraiment marqué. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas si ce sera son image marquante, mais voilà. Alors après, Hitchcock, c'est un grand inventeur de formes. C'est à la fois, ça semble très simple et facile d'accès, et en même temps, il y a un soubassement et une richesse inouïe dans ses films. Donc, et puis, oui, c'est quelqu'un qui travaille sur la peur quand même. Enfin, voilà, constamment le suspense, soit, mais aussi des choses assez terrifiantes. Que ce soit, je sais pas moi, enfin, l'histoire aussi du meurtre. Alors, il l'aborde soi-disant de manière bonhomme, mais pas tant que ça. Enfin, c'est pas exactement Fritz Lang. Fritz Lang, je sais pas si on montrerait facilement Fritz Lang. Il y a une forme de perversité plus crue ou plus évidente chez Fritz Lang que chez Hitchcock, mais chez Hitchcock, elle est là quand même. Hein. Enfin, d'une autre manière, un peu. Ça semble plus bonhomme. Est-ce que c'est la rondeur d'Hitchcock qui fait qu'on croit que voilà, ça va être plus paisible? Son rapport à la table aussi. On mange beaucoup chez Hitchcock, ça a l'air plus convivial. Et puis en fait, il y a pas mal de choses qui se cachent dans les placards. En fait. Mais c'est drôle que tu parles de rondeur parce que quand j'étais gosse et je tombais par hasard sur des films de Claude Chabrol, parce que mon propre père ne savait pas, il n'avait jamais vu ces films-là, donc il les découvrait et en même temps je les découvrais et il oubliait que j'étais à côté de lui, donc ça m'a permis de voir plein de choses incroyables. J'avais très peur des films de Claude Chabrol des années 80 et de lui-même aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu grandis, que bon, après tu choisis le cinéma entre parenthèses, tu t'aperçois que en fait ce garçon était juste, tu avais très envie de bouffer, de manger quelque chose avec lui parce qu'il devait être. Mais est-ce que tu y crois et comme ça, et on va arriver progressivement au livre, hein, tu verras, c'est un bazar, mais tout est organisé. Mais est-ce que tu y crois, toi, à ça, à savoir que quand on montre, quand on transmet, quand on passe, comme on dit, des films avec des images, des plans qui forcent la réflexion ou qui peuvent complètement décontenancer à des enfants, est-ce que plus tard, ils vont progressivement avoir aussi une certaine exigence? Est-ce que ça, tu y crois à ça? Je sais pas. Alors, je sais pas parce qu'ils sont pas encore assez grands pour voir leur niveau d'exigence. Ceci dit, je pense que ça forge quelque chose, que ça. Alors évidemment, à cet âge-là, on pense narration, on pense histoire, évidemment, hein, tout simplement. Mais quand
5 ans, à 6 ans, on pense plutôt à l'histoire qu'on regarde. Mais en même temps, je pense que ça construit quelque chose, forcément. Ouais, c'est comme des sédiments. J'imagine, mais pour moi, clairement, j'ai appris beaucoup du cinéma hollywoodien que j'ai vu petite. Enfin, après, est-ce que c'est ce cinéma-là qui a construit mon exigence? J'en sais rien, parce qu'adolescente, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai mangé des films peu recommandables aujourd'hui. Alors, je sais pas si je vais avoir des titres en tête, mais voilà, j'ai mangé des films absolument imbuvables et que j'aimais follement aussi. Enfin, et puis après, j'ai appris à les voir un peu autrement plus tard. Donc, Qu'est-ce qui a... Oui, pardon, je suis en prie, je ne sais pas. Tu sais... Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu es cinéphile? Tiens, il y a une question qui est assez marrante qui se pose dans la communauté YouTube une fois tous les 5 mois. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. À savoir, c'est quoi la cinéphilie? Quand tu es cinéphile, quand tu as vu ça ou pas? Et en fait, ce mot-là, cinéphilie, est-ce que... J'en parle parce que dans le bouquin Brune Platine, dans les trois, mais dans Brune Platine, il y a quelque chose qui tourne autour de cela aussi. Et puis il y a aussi le fait que la cinéphilie peut être considérée peut-être comme un pays imaginaire dans lequel on a envie d'être et d'y rester. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai très envie de rester dans ce pays-là aussi, parfois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, là, comme ça, en 2022, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire de ce mot-là, cinéphilie? Est-ce qu'il a perdu de son sens ou est-ce que c'est autre... Enfin, c'est quoi ce rapport à la cinéphilie? Cinéphilie, ça veut simplement dire l'amour du cinéma. Enfin, après, moi, j'aime pas les chapelles et j'aime pas non plus les classements et considérer que voilà, que tel ou tel film, mettre des notes au film et tout ça. Enfin bon, voilà, on n'est pas à l'école. C'est incroyable ça, les notes, hein. C'est incroyable, les notes. C'est déplaisant même. Je déteste faire le classement des 10 meilleurs films qu'on a vus dans l'année là. Voilà, moi ça m'intéresse pas. Je trouve pas ça intéressant. Et en plus, alors là c'est plutôt du coup pas du tout l'aspect critique de cinéma, mais vraiment l'aspect écrivain qui revient là. Mais enfin, l'aspect, c'est pas un aspect, peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que les films nous font. Enfin, la manière dont ils agissent sur nous et ce qu'ils questionnent en nous, ça me paraît fondamental et intéressant. Et pourquoi telle image nous obsède, telle séquence ou tel film dans sa totalité, pourquoi celui-là en particulier nous obsède, mais considérer que telle ou telle chose, c'est bon, c'est mauvais, c'est toujours très agaçant. Moi, un des films qui m'a oui, aussi accompagné, vraiment que j'ai vu un nombre incalculable de fois, au point à l'époque, donc c'était VHS, donc avec mon enregistreur, j'allais près de la télé et j'enregistrais le son sur des cassettes audio pour me le repasser, puis j'avais noté tous les dialogues. Donc ce film, c'était Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears. Et après, ça m'a fait quand même lire Laclos. Hein. Enfin, c'est pas rien non plus. Je sais pas, je devais être en 4e et je commençais à devenir lectrice, mais je n'étais pas vraiment. Il m'a pas mal amenée vers la lecture. Et en fait, il y a plein de gens qui vous diront oh là là, oui, non, mais il n'est pas bon, le meilleur, c'est Valmont, de Miloš Forman, ou des choses comme ça. Ça m'énerve, ces classements. Enfin, voilà, c'est aussi la manière dont les films agissent sur nous et même ce qui peut être considéré comme un mauvais film, j'en sais rien. Je ne pense pas que les Liaisons dangereuses de Frears soient mauvais, mais bon. Ce qui peut être considéré comme un mauvais film pour certains peut
agir énormément sur la personne, construire un imaginaire, enfin l'amener au pays d'Oz, enfin tout ce qu'on veut, tout autant qu'un autre. Enfin voilà, ce qui est important dans l'art, c'est ce qu'il nous fait. Enfin, après, la valeur de l'art, c'est une grande question, vaste question, et moi j'y répondrai pas. Donc Bah, tu y réponds à ta manière en écrivant, je pense. C'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est en écrivant des livres aussi. Il y a de cela. Ouais, Tu, ouais, tu poses pas, tu poses pas, tu penses pas à la question, mais mais l'anecdote sur le son, c'est la genèse de s'abandonner ou ça n'a rien à voir? Ah, ça avait rien à voir a priori, mais je suis pas la seule à avoir fait ça. On enregistrait aussi les génériques des fois, Ouais. on se repassait les génériques, bah, parce que l'accès, ça semble délirant aujourd'hui parce que, enfin délirant, ça semble curieux en tout cas aujourd'hui, mais parce que vous allez sur Spotify ou n'importe quoi, vous les avez les musiques de films et tout. Mais à l'époque, c'était super difficile et puis on n'allait pas acheter tous les CD. D'abord, ils étaient difficiles à trouver parfois. Et des fois, il n'existait tout simplement pas. Et donc, c'était une manière d'enregistrer. Puis, vous aviez toujours la personne qui passait dans le salon et qui parlait alors qu'il ne fallait pas. Enfin bon, enfin, mes parents. Eh oui, eh oui. Mais bon, Et qui te voilà. rappelait que tu étais chez eux et que voilà. Par Et exemple, ouais. par exemple. Et moi, il y a une question parce que j'ai 3 livres là face à moi et à côté de cela, il y a le cinéma qui est aussi très fort pour toi, mais j'ai l'impression que la littérature, c'est autre chose. Et j'aurais voulu savoir, là, vraiment pour le coup, une véritable curiosité, on va dire, sur la biographie de Séverine Danflous, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la littérature prend le dessus sur le cinéma? Si tant est, ça a pris vraiment le dessus. Hein. Alors, je sais pas si, je sais pas si ça prend le dessus, mais ça a été, oui, c'est très fort et c'est surtout mon moyen d'expression. C'est-à-dire que j'ai pas nécessairement, je dis pas qu'un jour je l'aurai pas, mais je crois pas parce que j'ai pas nécessairement envie de faire des films pour m'exprimer, enfin, de réaliser un film ou voilà, j'aime bien accompagner mes élèves, mes étudiants sur les films qu'ils ont à faire, mais moi, j'ai pas nécessairement, je pense pas que ce soit mon moyen d'expression. En revanche, parler des images, ça m'intéresse. Enfin, écrire sur les images et l'écriture est forcément. Alors, pourquoi est-ce que l'écriture a été, ou la lecture a été à un moment donné plus forte, enfin, et plus forte même aujourd'hui, hein, je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. C'est Madame Bovary beaucoup qui m'a. Enfin, c'est Daphné du Maurier et Madame Bovary. Je ne savais pas encore que Daphné du Maurier avait été adaptée par Hitchcock, donc Ouais, c'est marrant. C'est marrant. su après. Daphné du Maurier et Madame Bovary parce que anecdote idiote, mais tout de même, je me suis retrouvée en vacances avec mes parents, d'enfer quand on est adolescent, sur, je crois que c'était l'île d'Oléron, et des amis à mes parents avaient prêté une maison, et c'était la fin de l'été. Le truc, il n'y a plus personne, quoi. Enfin, c'est pas du tout intéressant, c'est pas là qu'on va croiser des garçons, enfin, c'est nul, quoi. Et il y avait mon frère, ma sœur. Et dans cette maison, il y avait très très peu de livres. Il y avait le tome 4, je crois, de Guerre et Paix. Il y avait des oui-oui. Il y avait très très peu de livres. Enfin, voilà. Et ma sœur finissait, alors je crois que c'était l'Auberge de la Jamaïque. Elle finissait l'Auberge de la Jamaïque, donc je lui ai piqué. Et elle n'arrivait pas à terminer Madame Bovary. Elle est un peu, enfin, elle est plus âgée que moi. Elle n'arrivait pas à terminer Madame Bovary, donc je me suis dit, si elle n'y arrive pas, je vais le faire moi, comme ça, voilà, une espèce de challenge, ou de challenge. Et
Et donc voilà, et Madame Bovary m'a lancé, enfin, j'ai souffert un peu à la lecture quand même, hein, je dis Madame Bovary, mais j'ai souffert un peu, surtout que j'étais pas encore une très grande lectrice, donc voilà, Flaubert, c'est pas, pour rentrer dans la littérature, Flaubert, c'est pas le plus simple, et mais voilà, quand même, il y a quelque chose qui m'a émue, troublée dans Madame Bovary, même dans cette première lecture un peu ouais, pénible ou douloureuse. C'était pas évident, mais j'avais réussi à aller au bout. Et après, je me suis lancée, j'ai lu plein de livres. Enfin, voilà comment c'est né. Je sais pas si c'était ça ta question. Non, non, mais non, mais ce que je me suis posé cette question parce que alors je sais que tu as écrit d'autres livres, dont par exemple là derrière toi il y a un personnage que tu aimes beaucoup, qui est Franz Kafka, ça c'est évident. Mais quand on lit ces trois livres, dont je rappelle les titres, hein, Brune Platine, d'ailleurs on reconnaît Brigitte Bardot dans Le Mépris, S'abandonner et cet essai qui s'appelle Tennessee Williams, L'écran sauvage. Enfin, je veux dire, tu disais oui, c'est ça. Il y a toujours ce rapport de très important de prendre des images, on va dire le champ et le contre-champ, et constamment de les comparer. Parce que c'est la critique de cinéma à l'état pur, mais la question extrêmement basique que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que il y a toujours ce désir très très fort d'intégrer le quotidien du cinéma dans ta littérature? Alors, le cinéma, pour moi, c'est aussi un peu comme un matériau, c'est-à-dire un matériau artistique. Enfin, là, il y a des gens qui écrivent sur la sculpture ou autre. Enfin, je le prends vraiment comme un matériau qu'on malaxe et qu'on arrive à introduire en écriture. Après, je me suis intéressée à beaucoup d'écrivains qui ont été adaptés au cinéma. Enfin, j'ai l'impression que la littérature et le cinéma sont imbriqués et marchent main dans la main, et j'arrive pas très bien à les séparer. Alors pour certains, ça peut être la musique et le cinéma, hein. Je comprends aussi cette démarche. Moi, c'est vraiment c'est vraiment l'écriture et le cinéma qui sont conjoints, qui tissent des liens ensemble, et puis j'ai besoin d'écrire sur ces images que je reçois. Enfin, donc, pour les mettre à distance, peut-être aussi, pour les penser autrement. C'est aussi des images qui pensent et qui me pensent. Enfin, donc c'est dans cette optique-là que j'ai besoin de travailler à partir du matériau cinéma et d'en faire pas vraiment un sujet, mais ça devient quelque chose d'aussi important dans le livre que le lien à la littérature. C'est une sorte aussi d'intertextualité sans l'être, puisque c'est des images, mais voilà, quand j'ai fait des études de lettres, j'étais fascinée par l'intertextualité, le palimpseste, le texte sous le texte, tout ça, je trouvais ça magnifique. Et moi, sous le texte, j'ai besoin d'avoir des images cinématographiques. Voilà. D'avoir aussi la littérature, hein. Je fais aussi appel à beaucoup de textes antiques, souvent Ovide en ligne de mire. Je ne sais pas forcément d'où ça vient, enfin pourquoi Ovide, hein, je l'adore, mais je ne sais pas pourquoi absolument Ovide. C'est Kafka, la métamorphose, j'en sais rien. Non, mais c'est drôle. Alors, je vais faire une interprétation, mais peut-être grandiloquente, hein, j'en suis désolé. Mais quand tu dis j'ai besoin qu'il y ait sous le texte des images, j'ai l'impression que là, pour le coup, les images sont un peu, tu sais, cette espèce de membre de famille qu'on n'invite pas beaucoup en soirée parce qu'il va dire des choses impures. Et c'est marrant, ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que tu penses, mais il y a ce rapport-là. En plus de cela, tu
as écrit un bouquin sur Tennessee Williams, et, enfin, on est dedans, je veux dire, il y a pas. Mais comment on fait? Comment tu fais, toi, pour cohabiter avec ça, dans le sens où, prenons Tennessee Williams, que cela soit ses pièces enfin, tu vas te construire toi-même tes propres images. Alors, imaginons même que tu n'aies pas vu les films, ce qui est encore mieux, parce que tu les conçois toi-même. Et puis ensuite, tu vois les adaptations. Et je sais que dans le bouquin, ça parle aussi un peu de ça. Donc, comment tu fais pour cohabiter avec ça? Alors, pour Tennessee Williams, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que pour Tennessee Williams, là, je suis obligée de voir les films, puisque j'écris sur les adaptations de Tennessee Williams à l'écran. C'est un livre que je voulais lire quand j'étais justement adolescente, et que j'en ai découvert certains, évidemment les plus connus et un peu canoniques. J'avais donc cette image marquante de Nathalie Wood courant sous la pluie dans Propriété interdite, mais sinon, voilà, j'ai vu Un tramway dans mes désirs, La chatte sur un toit brûlant. Après, lesquels j'en ai vu quelques-uns, ça a été plus difficile d'avoir accès à L'homme à la peau de serpent, ou j'ai vu aussi le Paul Newman, La ménagerie de verre, parce qu'il était dans la collection Les films de ma vie en VHS. J'ai adoré d'ailleurs cette adaptation, qui est plus trouvable aujourd'hui en DVD, d'ailleurs, si ce n'est en DVD espagnol et des choses comme ça. Et donc, j'avais follement envie de lire un livre sur les adaptations de Tennessee Williams. Le théâtre de Tennessee Williams, j'avais accès en lecture quelques pièces. Enfin, comme j'avais une sœur comédienne, elle allait de temps en temps à la librairie théâtrale et elle me ramenait quelques pièces. Donc, c'est plus ce qu'elle m'a ramené. La descente d'Orphée, je me souviens d'ailleurs, qui est l'adaptation de L'homme à la peau de serpent. Après, il y a 10-18 qui a fait paraître qui a commencé à faire paraître quelques pièces. Sinon, on trouvait que Un tramway nommé Désir et La chatte sur un toit brûlant en livre de poche, je me souviens. Le reste, c'était introuvable. Donc, du coup, j'ai lu des nouvelles de Tennessee Williams, j'ai lu des courts romans, dont Le printemps romain de Mrs. Stone. J'ai lu ses mémoires, et ces mémoires ont été un vivier, enfin une rencontre incroyable, parce que grâce à ces mémoires, j'ai découvert Anne Magnani, que j'ai plus quitté. J'ai découvert Carson McCullers, que j'ai lu en long, en large, en travers aussi, qui a été longtemps un de mes écrivains fétiches, une de mes écrivains fétiches. Qui encore Jane Bowles aussi, ouais, j'ai beaucoup lu Jane Bowles, et voilà, et j'avais envie vraiment de lire un livre sur pourquoi dans les adaptations, enfin mon point de départ adolescente, là je dis bien, c'est pas exactement comme ça que j'ai écrit le livre, mais mon point de départ adolescente, c'était pourquoi les adaptations de Tennessee Williams au cinéma sont tellement édulcorées sur la question de l'homosexualité. Alors, évidemment, j'avais conscience de la question de la censure, du Code ACE, mais qu'est-ce que ça retire en fait à la puissance du cinéma de Tennessee Williams, et qu'est-ce qui reste néanmoins, parce que ces adaptations, elles sont très fortes. Oui, Soudain l'été dernier, j'avais vu aussi. Ces adaptations, elles demeurent. Soudain l'été dernier, c'est sans doute peut-être une des plus violentes, quoique Un tramway nommé Désir est quand même pas mal aussi. Mais qu'est-ce qui reste de sa force de subversion, de sa violence, de sa sauvagerie à l'écran, alors que voilà, on lui a fait, on a retiré de son cinéma, on a enlevé, prélevé, cannibalisé tout ce qui a priori de son cinéma, de son théâtre, tout ce qui a priori pouvait poser problème, mais il en reste énormément de choses, et on le ressent
jeunes, enfin, moi, je les ai vus très très jeunes, on le ressent très fortement. Donc voilà, et bon, ce livre n'existant pas, jamais, je me suis dit qu'il fallait l'écrire. Donc c'était dû à un manque, quoi, une frustration de ne pas. Ouais, c'était une frustration de ne pas trouver ce que j'avais. Bah, c'était un peu comme ça que j'ai écrit aussi Brune Platine. J'avais envie de lire un livre sur l'amour, enfin, les histoires d'amour au temps des réseaux sociaux, même si ça parle pas que de ça, mais avec une sorte de navigation sur d'autres écrans, des écrans de smartphone, et qu'est-ce que ça fait de faire écran comme ça à la relation, de faire l'amour à distance aussi. J'avais envie de lire un livre là-dessus, et chaque fois qu'un livre semblait, semblait s'attaquer au sujet, chaque fois j'étais un peu déçue, c'était pas exactement ce que je voulais lire. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut écrire ce que tu veux lire. Et puis, voilà. Juste une dernière chose concernant Tennessee Williams. Est-ce que, au fond, est-ce que Tennessee Williams aimait vraiment le cinéma? Non, probablement pas tant que ça. Et puis, en effet, bon, c'est une sorte de boutade, hein, la citation de Tennessee Williams en 4e de couverture, qui dit je n'ai jamais aimé aucune de mes adaptations à l'écran. Il était assez satisfait des adaptations de Kazan, et il était proche de Kazan, et donc Un train moyen mes désirs, et puis après Baby Doll, là pour le coup c'est vraiment c'est une adaptation de son scénario, enfin c'est son scénario, pardon, mais je veux dire c'est lui-même qui adapte des courtes pièces qu'il a écrites par ailleurs, et là il a travaillé un peu conjointement avec Kazan, donc là je pense qu'a priori il est assez satisfait, et en effet son adaptation préférée, c'est celle de José Quintero, qui est en français, c'est Le visage du plaisir, mais c'est le printemps romain de Mrs. Stone, avec Vivian Leigh et Warren Beatty, qui est intéressante, mais qui est vraiment très très loin d'être la meilleure. Et elle est intéressante notamment dans la fin, quand on la met en parallèle avec Senso de Visconti, parce qu'il était dans l'équipe, enfin, il était sur le tournage de Senso, mais bon, et apparemment avec Paul Bowles, hein, il devait écrire les dialogues. Ils ont sans doute passé plus de temps à boire et à écluser les verres que vraiment à s'occuper des dialogues. Mais ils sont crédités au générique tous les deux. Et puis il y a du monde sur Senso, rien que pour le scénario, il y a un monde. Bref, donc quand on le met un peu en rapport dans son errance à Vivian Leigh à la fin dans les rues de Rome, avec l'errance de la comtesse dans Senso, il y a des choses intéressantes, mais sinon, et sur la vieillesse aussi, hein, elle dit beaucoup de Vivian Leigh et de sa persona, et de Tennessee Williams lui-même. Il disait même que c'était comme une sœur, mais donc ça le touche personnellement. Je pense que le fait que ce soit Vivian Leigh qui porte le personnage à l'écran, ça l'a beaucoup touché. Il était très ami avec Quintero, qui était par ailleurs metteur en scène de théâtre, et qui avait porté sur les planches pas mal de ses pièces. Donc ça, voilà, là ça l'intéressait. Mais sinon, non, c'était pas... Voilà, ça, sur un toit brûlant, on raconte qu'il allait dans les files d'attente à New York, et qui disait n'allez pas voir ce film, il est très mauvais, il n'y a rien à voir avec ma pièce. Enfin, voilà, il faisait fuir les spectateurs. Et c'est pourtant un film très intéressant. Et il en reste quelque chose de toute façon, de tout ce qu'on a retiré de l'homosexualité de Bruck. On finit par la ressentir quand même. Enfin, il reste des choses. Et puis je pense qu'il y a aussi, parce qu'il y a aussi derrière la caméra, il y a
y a de véritables regards. Là, tu cites La chatte sur un toit brûlant, si je ne me trompe pas, c'est Richard Brooks, si je me, Ouais, voilà. Et puis soudain été dernier, il y a Mankiewicz, donc. Ouais, là pour le coup, voilà. Mankiewicz, on lui avait déjà fait occulter la question de l'homosexualité dans la Comtesse aux pieds nus, donc il a pu plus se retenir. Tous les plans crient l'homosexualité. Il y a des Saint-Sébastien dans la profondeur de champ, absolument partout. Enfin, les corps envahissent complètement les plans. Tout le cadre est saturé de corps masculins. Voilà, pour le coup, ça crie l'homosexualité. Et c'est un film très violent. Hein. D'ailleurs, là, pour le coup, Tennessee Williams, lorsqu'il l'a vu, il a été, lui, traumatisé. C'est-à-dire qu'il est sorti de la salle et c'était trop violent pour lui. C'est-à-dire que lui, il avait écrit cette histoire. Voilà, comme s'il ne savait pas comment Sébastien allait terminer. Enfin, et oui, mais il avait écrit cette histoire de cannibalisme et tout ça de manière très, très, très métaphorique. Et pour lui, ça restait une dimension très symbolique. Et là, d'un coup, à l'écran, les images étaient d'une crudité. Avec la bouche de Liz Taylor découpée dans un... Puis la main de ouais, Sébastien. La main, enfin, tout est... Il y a des inserts et puis des faux split screen, enfin, une manière de découper l'écran. Enfin, ça l'a complètement traumatisé. Ce film, il l'a assez vivement rejeté parce que c'était trop cru pour lui. Enfin, c'était bien pourtant son théâtre, mais lui, il avait une vision beaucoup plus symbolique des choses. Enfin, ouais. Et il n'y a pas vraiment de transition, plus ou moins, on va dire ça comme ça, mais je voudrais qu'on parle aussi un peu qu'on parle aussi de Brune Platine. Je disais au début de l'émission qu'il y a comme ça ce rapport, ce cinéma, que la cinéphilie qui serait peut-être un pays ou je ne sais quoi. Et en fait, pour résumer très vite, c'est l'histoire donc de deux personnes qui se rencontrent, Paul et Camille, qui se rencontrent à la Cinémathèque. Et bon, il y en a un qui veut faire une adaptation de l'Odyssée d'Homère et le livre raconte ça. Et puis il faut savoir aussi que les deux sont comme tu le dis casés. Donc et là où je veux en venir, c'est que quand je lis ce livre, je ne peux que penser là pour le coup à comment j'étais lorsque j'ai commencé à être amoureux du cinéma. Et c'est-à-dire à vouloir aussi intégrer comme ça une ambiance. Alors moi, c'était plutôt par rapport à la Nouvelle Vague. C'est comme ça vraiment que la cinéphilie a commencé pour moi. Et la Nouvelle Vague, c'était pas forcément des films. La Nouvelle Vague, pour moi, c'est les cahiers du cinéma. Donc c'est une ambiance, c'est les ciné-clubs, c'est les joutes verbales, c'est tout ça, quoi. Et ce qui est assez incroyable dans ce livre, c'est que il y a énormément alors le livre est... J'aimerais savoir si déjà le livre, tu l'as pensé comme ça pourrait être un scénario, parce qu'il y a de tout. Hein, c'est une espèce de livre multimédia avec des images, une manière d'écrire, tout ça. Mais ce qui est très beau et qui pour moi est important, c'est qu'il y a aussi le fait qu'à aucun moment on sombre comme ça dans une espèce de livre de chapelle, quoi, de niche avec... que ça peut parler uniquement qu'au cinéphile, de ne pas sortir finalement. En fait, dans ce livre, constamment nous dit que la fenêtre est grande ouverte et qu'il faut quand même regarder le monde. Et il y a plein de moments comme ça qui nous le rappellent. C'est vraiment, je prends comme ça 3-4 lignes, 3-4 phrases, mais qui sont décontextualisées, donc qui n'auront pas forcément de sens dans ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est important parce que ça nous rappelle constamment à nous, lecteurs, que ce n'est pas un livre sur la cinéphilie, c'est autre chose, c'est un décor. C'est page 133 quand tu écris, tu écris dans un carnet, elle griffonne, et tu dis « Je n'écris plus pour envoyer, j'écris dans des cahiers, je n'écris plus ce qu'il ne peut recevoir, je procède au vide, j'évide émotionnellement mes messages, je les espace, ils se font lointains, presque aussi laconiques que les siens, je n'écris plus pour envoyer. » Pourquoi je lis ça? Parce que ça, c'est exactement ce qui fait que dans ce livre... ça n'est pas un livre uniquement qui est extrêmement référencé
uniquement fait de collage, non, c'est un livre qui peut parler à tout le monde. Et je voulais savoir, quand tu as commencé à penser à cette histoire, et que tu as commencé à écrire, est-ce qu'il était important pour toi aussi de sortir de cela, d'écrire avec ces fantômes-là, parce que c'est, d'ailleurs, à la fin du livre, il y a des listes de... Alors, il faut quand même que je le dise bien. Oui, Opéra Cinematographica, donc avec des titres de films, il y a Opéra Poetica, donc ça, c'est les auteurs, et Répertoire avec la musique. Donc, est-ce que c'était très important aussi de donc, poser ce décor, mais qu'à un moment, il y ait ce genre de phrase, comme je viens de lire, donc d'aérer complètement le livre? Alors déjà, c'est mon premier roman et l'idée de départ, c'était vraiment partir de cette histoire d'Odyssée, c'est-à-dire le réalisateur, le film qu'il veut faire, enfin, ils travaillent tous les deux à la Cinémathèque, donc ça me permettait de parler de cinéma et d'utiliser le cinéma vraiment comme un langage. Ils citent il y a beaucoup dans leur bouche, il y a énormément de citations de films. Ils parlent vraiment le cinéma. Et en même temps, mon point de départ, c'était vraiment l'Odyssée, Homère, et m'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'une femme qui attend pendant 20 ans l'homme qu'elle aime. Qu'est-ce qu'elle fait de son désir pendant 20 ans? Voilà, parce qu'on s'intéresse dans l'Odyssée aux aventures d'Ulysse, on s'intéresse beaucoup à Ulysse et on sait ce que Ulysse fait de son désir, hein, pour le coup, il n'hésite pas à aller avec nombre magicienne, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, Pénélope, qui repousse les prétendants? Est-ce que, voilà, je me suis beaucoup intéressée à la question des chansons, comment on appelle ça, là, je ne peux pas retrouver le terme, mais des chansons de tapisserie, enfin des femmes qui tissent pendant qu'elles attendent les marins et tout ça. Est-ce que le récit ne devient pas aussi quelque chose de désirant? Voilà. Donc c'est vraiment un récit du désir. Ce qui m'intéresse d'écrire lorsque j'écris Brune Patine, c'est la question du désir. Et étant donné que la navigation dans les années fin 2010, la navigation elle est passée du côté des écrans, enfin, on navigue sur une toile virtuelle. Comment est-ce qu'on continue à désirer à travers des écrans où on écrit néanmoins, mais on écrit avec ses doigts. Enfin, voilà, on n'écrit plus, c'est plus des missives qu'on envoie à l'autre bout, et puis à l'autre bout de la ville ou du pays. Et puis, d'autre part, il y a un rapport aussi d'immédiateté, c'est-à-dire que lorsque on était dans le roman épistolaire, il faut attendre la réponse de l'amant, l'amoureux, etc. Là, pour le coup, on attend aussi, mais a priori, il l'a déjà reçu, enfin, il l'a reçu très vite, et ça crée un autre rapport de pourquoi il ne répond pas, que se passe-t-il, enfin voilà, donc c'était vraiment autour de cette question du désir. Alors moi, je crois beaucoup à la littérature et doit être une fenêtre ouverte sur le monde, hein. Je pense qu'on part toujours d'un matériau assez intime et personnel, mais à mon sens, on essaie de le porter vers les autres, enfin de rencontrer les autres et d'ouvrir vers autre chose. Donc oui, j'ai cherché à ouvrir, que ce soit pas uniquement quelque chose qui ne parle, oui, qu'au cinéma et qu'aux cinéphiles. Et puis ouvrir, pour moi, c'était aussi parler d'Homère, bien sûr, mais ce système de collage, j'avais en tête Jean-Jacques Schul qui disait ce serait formidable de faire un livre juste avec des citations. Je trouve toujours ça super intéressant, même si voilà, il l'a pas fait, je l'ai pas fait non plus. Et d'autre part, tu dis c'est un objet un peu surprenant avec des images.
il y a des mails avec des corps de mails, il y a des SMS, enfin, il y a une espèce de mélange. Il y Et a en des même temps, dialogues, il y a des dialogues par capture d'écran interposée il aussi, y a c'est des dialogues, génialissime. voilà, Ouais. complètement par capture d'écran interposée. Et puis, il y a du texte comme dans un roman Oui, oui, bien sûr. traditionnel. Et ça, j'avais aussi en tête beaucoup les surréalistes. Enfin, je trouve que tout ce travail de collage, de faire de la littérature aussi un peu comme du cinéma avec des ciseaux et de la colle, je trouve ça aussi fortement intéressant et ça devient vraiment un matériau concret, un peu comme voilà, si on mettait ses mains dans la glaise. Et j'avais envie de sculpter un peu la littérature comme ça, avec des morceaux de films, avec des morceaux de choses du quotidien, des morceaux de mails, des morceaux voilà, de SMS. Et en même temps, et des morceaux d'Homère et des morceaux de plein de choses pour fabriquer mon faux livre uniquement fait que de citations, puisque ben, voilà, je l'ai écrit, il n'y a pas que des citations, mais il y en a. Et voilà, enfin, j'avais vraiment besoin d'en passer aussi, peut-être, c'est Paul Auster qui disait ça dans une vieille interview. Peut-être que dans les premiers romans aussi, on a beaucoup besoin d'être sous la tutelle et de passer par les autres pour dire ce qu'on a à dire. Et peut-être qu'à force, on finit par s'en détacher un petit peu. Peut-être que c'était aussi une manière d'entrer, pour moi, en littérature, mais en rendant hommage à tout ce qui m'avait construite et y compris le cinéma. Voilà. Enfin, c'est un amalgame de tout ça, je pense, enfin un ensemble. Non, mais tu sais, ce sont comme les histoires du cinéma de Godard. Je veux dire, si on entre dans ça avec cette idée de croire qu'on va voir un film lambda, ça va nous piquer les yeux parce que c'est vraiment différent. Mais c'est ça qui est très beau, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu aussi, peut-être, un peu ta manière de raconter ton histoire du cinéma, donc par le biais de collages, de répétitions, de phrases, de citations, de tout cela. Et ça donne plus de force. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que paradoxalement, la subjectivité, elle est extrêmement renforcée. Et je trouve ça très beau, finalement. Il y a un peu de cela aussi. Merci. Il y a un peu de cela. Comme on peut pas pendant 3-4 heures discuter, ce serait dommage. Je vais quand même parler un peu de s'abandonner. Et je vais te poser une question. Alors, je ne sais même pas si tu vas pouvoir y répondre, tellement que tu vas me dire, mais c'est ma cuisine interne, je ne peux pas te répondre. Mais allez, on va quand même la poser, cette question, hein, parce que parfois, les questions, c'est aussi il y a une curiosité un peu malsaine, mais elle est là quand même, elle est importante. Mais c'est par rapport à un moment, c'est pratiquement à la fin du livre. Alors, il faut raconter quand même de quoi parle le livre, parce que c'est incroyable. Donc, si j'ai bien compris, hein, c'est suite à une rupture amoureuse, un réalisateur veut faire un documentaire sur ça, sur les failles, enfin tout cela, en enregistrant les sons de femmes qui ont elles aussi, eu rencontré des ruptures. Et c'est très intéressant parce que le rapport au son me rappelle un film algérien, pour le coup, de 75, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Omar Gatlato. Et dans c'est l'histoire, c'est le quotidien, dans ce qu'on appelle un titi algérois. Et dans les années 70, à Alger, il s'appelle Omar. Et Gatlato en arabe, c'est la virilité qui le tue. Donc, c'est une espèce de, voilà, quelqu'un d'extrêmement viril qui adore voir des concerts de Chabi, qui est une musique populaire, une espèce de blues algérois. Il les enregistre avec donc son enregistreur, comme toi, tu enregistrais les liaisons dangereuses. Et suite à une bagarre, son enregistreur, il casse son enregistreur, donc il demande à un copain s'il en a un, et il lui en donne un, et dans laquelle il y a déjà une cassette. Et donc Omar rentre le soir chez lui, et il vérifie si la cassette fonctionne, et elle fonctionne, et qui plus est, il entend une voix féminine. Une femme qui raconte quelque chose. Et le film, en fait, part de là.
Donc, grâce à le son, il y a quelque chose qui se fait. Et enfin, je retrouvais ça un peu aussi dans S'abandonner. Et première question, et ensuite je te poserai l'autre question qui va clôturer l'émission. Mais ce rapport au son, quand tu as commencé à travailler sur le livre, sur le récit, est-ce que c'était ça? Est-ce que l'idée première que tu as eue, c'était ce rapport au son, et ensuite tu as écrit ton histoire, ou c'est arrivé progressivement? Alors, en fait, moi, depuis, je ne sais pas si c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré, vers Kafka, mais Kafka, par exemple, il travaille beaucoup par fragments. Enfin, ses textes sont extrêmement fragmentés. Je me suis intéressée aux fragments chez Kafka longtemps. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Chez Schulz, j'avais l'impression qu'il y avait cette dimension de fragments aussi fortement. Et moi, j'écris beaucoup comme ça, par petits morceaux qu'après, il va falloir assembler, coller, recomposer, un peu tisser. J'aime beaucoup ce travail de couture aussi du cinéma. Hein. Le texte, à l'origine, c'est un tissu aussi, hein, je disais Barthes, étymologiquement. Et donc, je suis partie en fait de choses un peu composites, c'est-à-dire que j'avais l'histoire de cet homme qui se fait, qui est quitté par la femme qu'il aime et qui se retrouve sans rien, enfin, à la fois dépossédé de son amour, mais aussi dépossédé de sa vie. Hein, et il n'a plus rien, elle l'a mis à la rue, et il doit se reconstruire, redonner de l'élan à son corps, se redonner une place aussi dans la vie, dans la société, enfin, voilà, se reconstruire. Et d'autre part, j'avais, ça avait surgi comme ça, et j'avais écrit comme ça dans mes carnets des morceaux, des voix de femmes qui surgissaient, qui racontaient des moments. Alors, c'était pas forcément ce qu'elles racontent d'ailleurs, c'est pas forcément la rupture en elle-même. C'est des moments de vie avec un homme qui les a quittés ou qu'elles ont quittés. Et voilà. Et j'en avais beaucoup. Hein. J'en avais beaucoup plus que ce qu'il y a dans S'abandonner d'ailleurs. Et puis, en réfléchissant à la structure du roman, quand vraiment j'avais assez de matériaux pour commencer à m'interroger sur la structure même du roman, je me suis dit qu'il fallait qu'il aille écouter ces voix de femmes qui se reconstruisent comme ça, dans les voix des autres, en les absorbant, en essayant de comprendre sa propre rupture à travers celle des autres. Et que c'était une manière de se rattacher, se raccrocher à la vie. On voit un peu comment ça s'est construit, et je travaille pas mal comme ça, de manière assez fragmentée en fait. Donc, je sais pas, j'ai répondu à ta question. Ah oui, non, mais très très bien hein, ce rapport avec le fond. Non, non, mais il est parfaitement. Dernière question. C'est pratiquement à la fin. Tu écris à l'issue de la projection, je rallume mon portable. Cléa m'a laissé un message. J'écoute sa voix s'accorder au paysage. Parce que c'est beau et pur comme une bulle à l'abri du chaos du monde, à l'abri des cons, sur des trottoirs, des quais de métro, dans des bars, sous des raies pluvieuses ou ensoleillées, je veux sentir tes baisers rendre ma peau meuble. À l'arrière du taxi qui m'enlève, je songe à toi. Les tours lumineuses éclaboussent la nuit. Une traînée de flash se répercute droit dans ma chair amollie par l'envie. Tu me fais princesse d'ivresse sainte. Et au détour d'une interminable forêt de crépitements lumineux, tu m'accueilles en ton antre, à l'abri du chaos du monde et des cons. Laissons nos pas s'emboîter. Attendons chaque rencontre avec la même impatience, comme si c'était la première, comme si c'était à refaire. Et puis, il y a autre chose, mais je vais m'arrêter là. Ma question est très, très simple. Comment on fait pour écrire ça? Alors, en fait, tu vas être le premier à qui je le dis.
tant pis. En fait, c'était un peu un message intime. C'était au départ, quand j'ai commencé S'abandonner, je pense que ça aurait dû se terminer autrement. Et puis, j'ai rencontré l'homme de ma vie, enfin voilà, avec qui je suis toujours. Et c'est un peu, alors c'est évidemment changé, hein, le message est un peu, un peu modifié quand même, mais c'est un peu un message que je lui ai écrit et c'est ce qui a aussi changé la donne de ce livre où vraiment il arrive à se reconstruire dans les voix des autres femmes. Ce qui n'était pas forcément évident au départ. Et oui, je pense que la littérature agit en nous et je pense que, comment dire, qu'on n'est pas obligé de passer par un récit cru totalement à la première personne. Enfin, là, c'est à la première personne, mais c'est un homme, donc ça permet aussi de se mettre à distance. Et moi, j'aime bien cette idée de se mettre à distance, même si on se sert aussi de matériaux parfois très personnels, très intimes, parce qu'on parle toujours un peu de soi. Enfin, on est aussi toujours obligé d'aller chercher dans ce qui nous est arrivé, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, les histoires qu'on a entendues éventuellement, mais enfin, le matériau, il est toujours un petit peu personnel. Donc, ce livre, c'est aussi une lettre d'amour à l'homme qui partage ma vie. Voilà. Et voilà. Voilà. Et que je remercie d'ailleurs pour tout. Merci en tout cas pour ta générosité, ta bienveillance, Séverine. Je rappelle les 3 livres qu'on a évoqués. Hein. On n'a pas tout dit. Hein. Oui. Je dis souvent ça quand je reçois des invités. Je dis on n'a dit que 0,002%. Et donc, il faut aller vous procurer ces livres. Je répète, il y a Brune Platine, il y a S'abandonner, et puis surtout, et aussi Tennessee Williams, L'écran sauvage. Dans le descriptif, vous avez tous les liens qui renvoient sur le site Marès pour pouvoir vous les procurer. Et puis voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est celles et ceux qui nous regardent, c'est eux qui continuent l'histoire. Merci beaucoup en tout cas, Séverine, d'avoir comme ça discuté de plein de choses, de cinéma, des digressions. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.